Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un terrain totalement envahi par les ronces et les herbes hautes, en vous demandant s'il ne valait pas mieux couler du béton sur l'ensemble du jardin? Ne désespérez pas. C'est une situation que beaucoup de nouveaux propriétaires connaissent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, le plan d'action complet pour transformer un terrain à l'abandon en un potager incroyablement productif, en partant de zéro absolu. Et je vous promets une chose étonnante. Vous n'aurez besoin ni de produits toxiques, ni de vous casser le dos avec un motoculteur lourd et bruyant. En fait, je vais même vous prouver que ces herbes folles, que vous considérez comme vos pires ennemis, sont vos meilleurs amis pour réussir votre projet. Préparez-vous à être surpris, car nous allons bouleverser toutes les règles traditionnelles du jardinage classique. Restez avec moi, car le secret que nous allons dévoiler va changer définitivement votre vision de la nature. D'ailleurs, si vous pensez qu'un beau potager doit forcément être nu et sans un brin d'herbe sauvage, dites-le moi tout de suite dans les commentaires, nous allons en débattre avec grand plaisir. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi un jardin abandonné devient si rapidement une jungle impénétrable. C'est une règle de base de la biologie terrestre. La nature a horreur du vide. Si la terre est laissée à nu, elle subit de plein fouet l'érosion du vent et la brûlure du soleil. Pour se protéger et guérir cette blessure, la nature envoie rapidement ses soldats les plus résistants pour couvrir le sol le plus vite possible. Ces soldats, ce sont les herbes sauvages, ou ce que nous appelons si injustement les mauvaises herbes. Elles sont là pour un but très précis. Elles réparent la terre, remontent les minéraux des profondeurs grâce à leurs longues racines puissantes, et créent de la précieuse matière organique lorsqu'elles meurent en hiver. C'est ce que les scientifiques appellent la succession écologique. C'est le premier stade de guérison avant la création d'une forêt. Donc la jungle effrayante que vous voyez devant vous n'est pas un champ de bataille ennemi. C'est simplement un sol en pleine séance de thérapie intensive. En comprenant ce mécanisme historique et naturel, nous allons utiliser l'énergie fantastique de ce processus à notre avantage, au lieu de lutter aveuglément contre lui. Alors, par où commencer quand on a devant soi une véritable forêt vierge? La première étape cruciale est tout simplement l'observation calme et attentive. Ne vous précipitez pas sur vos outils de destruction massive. Prenez le temps de marcher sur votre terrain pendant plusieurs jours. Regardez comment le soleil se déplace au cours de la journée. Repérez les zones qui restent humides après une grosse averse de pluie. Souvent, la plus grande erreur des jardiniers débutants est de vouloir tout retourner immédiatement avec un motoculteur puissant. C'est un mythe tenace de croire qu'il faut un sol complètement détruit et retourné pour bien commencer un potager. En fait, passer une machine rotative sur un terrain plein d'herbes sauvages ne fait que couper les racines en milliers de petits morceaux. Et devinez quoi? Chaque petit morceau va donner une nouvelle plante vigoureuse. C'est une catastrophe de jardinage garantie. Au lieu de cela, jouez aux explorateurs curieux. Prenez un carnet et notez ce que vous voyez. Par exemple, sous ces hautes herbes sauvages, vous pourriez découvrir un vieux buisson de fruits oubliés, ou un petit arbre qui a survécu à l'abandon. Si vous détruisez tout aveuglément, vous perdez ces trésors cachés de la nature et vous risquez de ruiner la structure naturelle de votre sol. Donc, la première action indispensable, c'est de regarder, de comprendre le terrain et de planifier sans rien casser. Une fois que vous avez bien observé les secrets de votre domaine, il est temps de passer à l'action physique, mais tout en douceur. Nous n'allons pas labourer violemment, nous allons simplement faire une bonne coupe de cheveux à votre terrain sauvage. La deuxième étape consiste à faucher ou débroussailler les herbes hautes avec une machine à lame ou du fil robuste. L'objectif ici n'est surtout pas d'arracher les racines enfouies, mais uniquement de raser la végétation au niveau de la surface du sol. Pourquoi faire cela de cette manière? Parce que cette gigantesque montagne d'herbes que vous venez de couper est une mine d'or absolue pour votre futur potager. C'est de la matière organique gratuite et abondante. Laissez absolument tout ce que vous coupez sur place. Imaginez simplement que vous donnez une coupe d'été rafraîchissante à un gros chien très touffu. Vous enlevez le volume gênant, mais vous ne touchez surtout pas à la peau. Ici, la peau précieuse, c'est votre terre.
En laissant toute l'herbe coupée sur le sol, vous créez une première couche de protection très efficace contre le soleil cuisant. Cela va garder l'humidité précieuse et commencer à nourrir les petits insectes qui travaillent gratuitement pour vous en dessous. Beaucoup de gens pensent, à tort, qu'il faut ratisser avec soin et jeter toutes ces herbes à la déchetterie pour faire un travail propre. C'est une énorme erreur stratégique et un gaspillage terrible de ressources. Ces plantes vigoureuses ont puisé des minéraux dans votre terre pour grandir. Si vous les jetez loin d'ici, vous jetez purement et simplement la future fertilité de votre sol. Maintenant que la végétation est bien rase et couchée sur le sol, comment empêcher ces herbes extrêmement tenaces de repousser vigoureusement aux premiers rayons de soleil, et ce sans utiliser de produits chimiques toxiques? C'est précisément là qu'intervient la technique magique et ancestrale de l'occultation totale. Oubliez immédiatement la bêche lourde qui vous brise le dos et les articulations. Nous allons utiliser une méthode bien plus intelligente, écologique et surtout paresseuse. Le principe scientifique est simple. Il faut priver les mauvaises herbes de la lumière du soleil. Sans la lumière, aucune plante verte ne peut faire de photosynthèse et survivre longtemps. La meilleure façon de faire cela est de créer une couverture très épaisse et opaque sur votre sol. L'exemple le plus spectaculaire, économique et facile à trouver est d'utiliser de grands cartons bruns de récupération. Vous posez des cartons solides et non imprimés directement sur l'herbe fraîchement coupée. Ensuite, vous recouvrez généreusement ces cartons avec du compost riche, de la paille dorée ou même un tas de feuilles mortes de l'automne dernier. C'est exactement comme construire un grand lit douillet ou préparer des lasagnes géantes directement sur votre pelouse. Le carton épais va bloquer la lumière totale et étouffer doucement les herbes en dessous. Pendant ce temps, les fameux vers de terre, grandement attirés par l'humidité constante et l'obscurité rassurante, vont remonter à la surface par milliers. Ils vont manger le carton tendre, manger les racines mortes et labourer le sol pour vous, totalement gratuitement. Il y a un mythe terrible qui dit que pour avoir un beau potager, il faut souffrir et transpirer en retournant la terre lourdement chaque printemps. L'occultation par le carton prouve brillamment et sans effort exactement le contraire. Pendant que notre sol se prépare doucement sous sa nouvelle couverture de carton protectrice, prenons un instant pour comprendre un concept véritablement fascinant. Les herbes sauvages ne poussent jamais au hasard sur un terrain. Elles sont en réalité les messagères silencieuses de la qualité de votre terre. On les appelle dans le jargon des jardiniers les plantes bio-indicatrices. Plutôt que de payer très cher pour faire analyser la composition de votre sol dans un laboratoire scientifique blanc, regardez simplement et attentivement ce qui y pousse naturellement. Par exemple, si votre terrain est massivement envahi de pissenlits jaunes ou de plantains aux feuilles rondes, cela vous indique presque toujours avec certitude que votre sol est très compacté, écrasé et dur. Leurs longues racines pivotantes très fortes sont là uniquement pour essayer de percer la croûte et d'aérer la terre en profondeur. C'est la nature qui tente de réparer le problème physique. Si par contre vous avez une forêt piquante d'orties géantes, réjouissez-vous grandement. L'ortie piquante adore exclusivement les sols extrêmement riches en azote et en matière organique en décomposition. C'est le signe irréfutable d'une terre de très grande qualité pour installer un futur potager gourmand. Beaucoup de jardiniers classiques voient ces plantes spontanées comme des ennemis mortels à éradiquer à tout prix. Mais en réalité, elles sont vos meilleures conseillères gratuites. Elles vous disent exactement ce dont votre sol a besoin en urgence, ou ce qu'il possède déjà en incroyable abondance. Le temps passe doucement et la terre travaille silencieusement sous son paillage de carton. C'est donc le moment idéal pour vous asseoir à une table et penser à l'architecture globale de votre futur paradis vert. C'est ce qu'on appelle la technique du zonage intelligent. Il ne s'agit pas de planter vos beaux légumes totalement au hasard sur la surface disponible. Il faut absolument créer des zones logiques de circulation pour vous faciliter la vie de tous les jours. La règle d'or du design de jardin est très simple. Ce qui demande le plus d'attention quotidienne doit être placé le plus proche possible de la porte de votre maison. C'est d'une logique implacable, n'est-ce pas?
Par exemple, vos petites herbes aromatiques, comme le basilic parfumé, le persil vert ou la ciboulette fraîche, doivent être plantées juste à côté de votre porte de cuisine. Si vous devez marcher 50 mètres sous la pluie battante pour aller chercher 3 malheureuses feuilles de menthe pour votre thé, vous ne le ferez tout simplement jamais. C'est la zone numéro 1. Ensuite, un peu plus loin sur le terrain, vous placez les légumes de tous les jours, comme les tomates juteuses ou les salades croquantes, qui demandent des visites très régulières pour la vérification de l'arrosage ou la récolte du soir. Et tout au fond du grand jardin, dans la zone la plus éloignée et sauvage, vous installez les cultures robustes qui se débrouillent toutes seules sans vous, les rangées de pommes de terre, les lourdes courges d'hiver ou encore les grands arbres fruitiers. Pensez aussi intelligemment à la création de vos chemins de marche. Observez attentivement comment vous marchez naturellement sur votre terrain libre. Dans les grands parcs publics de la ville, les paysagistes malins attendent très souvent que les passants créent spontanément des chemins dans l'herbe avec leurs pieds avant de couler le ciment dur. Faites exactement pareil à la maison. Nous voici arrivés à l'étape vitale de la nutrition de la terre. Si vous voulez des récoltes véritablement abondantes en partant d'une page blanche, il faut comprendre un principe fondamental de l'agronomie naturelle. On ne nourrit pas directement la plante verte, on nourrit d'abord la vie du sol. C'est un grand mythe persistant de l'agriculture moderne et chimique de croire fermement qu'il suffit de verser un bouchon d'engrais liquide artificiel au pied d'une tomate pour la rendre forte et vigoureuse. L'engrais chimique de synthèse, c'est exactement comme donner une boisson énergétique très sucrée à un sportif fatigué. Il a un coup de fouet très rapide sur le moment, mais il finit inévitablement par s'épuiser et surtout, ce produit agressif détruit la vie microscopique du sol. Pour restaurer un terrain abîmé par les années, nous voulons au contraire construire une fertilité douce et durable sur le long terme. Et le secret ancestral pour réussir cela, c'est le compost maison et la matière organique naturelle. Imaginez un instant que vous préparez un grand buffet festif à volonté pour des milliards de bonnes bactéries, de petits champignons invisibles et de gros vers de terre travailleurs. C'est toute cette microfaune invisible à l'œil nu qui va digérer la matière organique déposée et la transformer par magie en nutriments parfaits et assimilables pour vos futurs légumes. Apportez du compost bien mûr et noir et étalez-le très généreusement sur vos futures zones de culture préparées. Un sol très vivant agit exactement comme une grande éponge magique. Il retient l'eau précieuse pendant les terribles canicules d'été et laisse respirer les racines sans les noyer pendant les très fortes pluies d'automne. Votre sol noir et riche est maintenant fin, prêt à accueillir la vie végétale de manière active. Mais attention à la précipitation joyeuse. On ne commence surtout pas l'aventure par planter les légumes les plus fragiles et délicats du catalogue. Pour une toute première année de culture sur un terrain fraîchement et durement restauré, il faut obligatoirement utiliser ce que j'appelle avec affection des cultures pionnières. Ce sont des plantes au caractère de guerrières, très robustes, capables de pousser vaillamment dans des conditions de sol encore difficiles, tout en améliorant activement la terre pour les cultures des années suivantes. Le grand champion absolu, incontesté dans cette catégorie spéciale, c'est la formidable pomme de terre. Pourquoi est-elle si géniale ? Parce que la modeste pomme de terre développe très rapidement un réseau racinaire très puissant et agressif qui va fissurer en profondeur et casser doucement les dernières mottes de terre dures et compactes. C'est un véritable petit motoculteur biologique en pleine action silencieuse. En plus de ce travail souterrain, le feuillage large de la pomme de terre pousse très vite vers le ciel et forme un parapluie vert très dense qui va étouffer par manque de lumière les ultimes mauvaises herbes récalcitrantes. Un autre exemple tout aussi fantastique pour démarrer est la culture des courges rampantes, comme les gros potirons oranges ou les courgettes vertes. Leurs immenses feuilles rugueuses couvrent rapidement le sol de grandes zones d'ombre rafraîchissantes, gardant l'eau dans le sol et empêchant la terrible jungle de repousser. C'est une stratégie militaire véritablement brillante pour la première saison de jardinage. S'il y a bien une seule règle d'or magnifique que vous devez retenir absolument de toute cette grande aventure de restauration,
C'est cette phrase simple. Un sol laissé nu est un sol qui meurt rapidement. Dans la grande nature sauvage, la terre n'est rigoureusement jamais à découvert sous le ciel. Elle est toujours habillée et protégée par des feuilles mortes tombées, des herbes couchées ou de la mousse douce. C'est exactement pourquoi la pratique courante du paillage naturel est absolument vitale et indispensable pour maintenir le miracle de votre nouveau potager en vie et en bonne santé. Il y a pourtant ce vieux mythe visuel, très profondément ancré dans les esprits des anciens, qui affirme avec force qu'un beau potager soigné doit avoir une terre brune, grattée, bien lisse, et sans un seul petit brin d'herbe visible à l'horizon. C'est une erreur écologique terrible aux conséquences désastreuses. Un sol nu et triste exposé au plein soleil du mois d'été va cuire lentement et devenir dur comme une plaque de béton. Exposé aux fortes gouttes de pluie orageuse, il va s'éroder, couler et perdre définitivement toute sa richesse minérale. Le noble art du paillage consiste tout simplement à recouvrir soigneusement la terre autour de la tige de vos légumes avec une couche très épaisse de matière organique protectrice. Utilisez sans modération de la paille dorée agricole, du vieux foin odorant, du broyat de bois de taille ou même la simple tonte de votre gazon bien sèche. Pensez fortement à ce paillage généreux comme au gros manteau d'hiver rassurant de votre jardin face au gel, ou comme à sa crème solaire indispensable en plein mois caniculaire. Malgré tous nos beaux efforts combinés avec la technique de l'occultation totale sous carton et la mise en place d'un paillage protecteur bien épais, soyons totalement honnêtes entre nous. Certaines mauvaises herbes anciennes sont de véritables championnes de la survie en milieu hostile. Je parle ici avec grand respect des redoutables lianes de ronces piquantes, du liseron blanc tenace qui s'enroule partout, ou du fameux chien-dent envahissant qui court sous terre. Ces plantes coriaces possèdent des systèmes racinaires très profonds et intelligents qui peuvent facilement traverser vos cartons mouillés et survivre courageusement des mois entiers dans l'obscurité totale sous le paillis. Alors, face à cette résistance de la nature, comment gérer ces incroyables rebelles verts sans s'épuiser de fatigue et de désespoir? La clé absolue du succès ici, c'est la gestion douce ciblée et surtout une grande patience zen. Il ne faut surtout pas tout détruire et retourner la terre pour chercher frénétiquement la longue racine mère cachée. Vous risqueriez seulement de la couper en morceaux et de la multiplier par 10 à votre insu. La méthode efficace et redoutable ressemble étrangement à un long jeu d'échecs très stratégique. L'exemple le plus parfait est la lutte contre le liseron. Chaque fois que vous voyez une jeune pousse verte en forme de flèche sortir victorieusement de votre beau paillage, vous l'arrachez délicatement à la base avec vos doigts, juste en tirant doucement pour enlever la partie visible à l'air libre. Vous ne creusez jamais de trou avec un outil. Pourquoi cette méthode surprenante fonctionne-t-elle si bien à la longue? Parce que la plante sauvage utilise énormément d'énergie vitale stockée dans ses racines lointaines pour fabriquer et pousser cette nouvelle tige verte vers le soleil. Si vous coupez cruellement cette tige juste avant qu'elle ne capte la lumière indispensable pour recharger ses batteries solaires, la plante s'épuise irrémédiablement. Nous voilà enfin arrivés, après tant d'efforts intelligents, à la phase de loin la plus magique et gratifiante de cette folle transformation végétale. C'est l'heure attendue de votre toute première, véritable récolte de jardinier. Après avoir observé calmement les lieux, couvert le sol abîmé, nourri la terre fatiguée et protégé la vie microscopique, la nature généreuse va enfin vous offrir sa plus belle récompense gustative. Imaginez intimement le moment très précis et émouvant où vous allez cueillir avec vos mains votre toute première grosse tomate rougeoyante, tiède et odorante sous le chaud soleil d'été, située très exactement à l'endroit précis où, il y a quelques mois d'angoisse à peine, ne poussaient férocement que des chardons géants et des ronces agressives. C'est une victoire personnelle incroyable sur le chaos. Croquez avec un bruit sec dans un petit radis rose piquant cultivé avec amour par vos propres soins, sur une terre que vous avez patiemment ressuscitée, possède une saveur unique que l'on n'oublie jamais de sa vie. C'est le vrai goût de la persévérance humaine
et de la belle alliance pacifique avec la grande nature. Mais attention, ce beau moment n'est que le tout début de la grande histoire de votre lopin de terre. Un potager florissant n'est jamais un projet terminé et figé dans le temps. C'est un écosystème complexe et vibrant, terriblement vivant, qui s'améliore et se bonifie avec douceur d'année en année. La toute première année de culture est toujours de loin la plus impressionnante et la plus difficile nerveusement, car il s'agit de changer complètement le sombre destin initial du terrain sauvage. Dès l'année suivante, sans effort supplémentaire de votre part, la terre sera naturellement beaucoup plus meuble sous les doigts, infiniment plus riche en gros vers de terre dodue, et les anciennes mauvaises herbes pionnières auront quasiment disparu pour de bon de vos nouvelles zones de culture choyées. Et voilà, le grand mystère de la réussite potagère est enfin levé pour vous. Le plus grand secret de cette méthode naturelle, le véritable coup de théâtre de notre aventure, c'est d'accepter que ces fameuses mauvaises herbes que vous détestiez tant au tout début du projet étaient en réalité la clé indispensable de votre éclatante réussite finale. Elles ont généreusement fourni la matière première, vitale, pour nourrir votre sol pauvre et créer de toutes pièces votre futur paradis de légumes. Nous avons vu ensemble comment observer sans détruire aveuglément, comment utiliser le pouvoir magique des simples cartons bruns pour étouffer l'herbe haute, comment lire les messages cachés des plantes indicatrices, et comment nourrir la terre pour enfin récolter en immense abondance avec l'aide précieuse de nos robustes cultures pionnières. Tout cela en douceur absolue et avec un profond respect du vivant. Si vous suivez avec patience ces étapes logiques, votre friche triste et piquante deviendra un potager luxuriant et joyeux dès la première année d'effort. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo passionnante jusqu'au tout dernier mot. Si ce grand plan d'action détaillé vous a été véritablement utile pour vos projets verts, n'hésitez pas une seconde à vous abonner à la chaîne, à laisser un très grand pouce bleu de soutien en dessous de l'écran et à partager cette vidéo avec tous vos amis jardiniers en détresse. J'ai maintenant une question brûlante et curieuse pour vous. Quelle est la mauvaise herbe sauvage, la plus tenace et la plus agaçante que vous affrontez courageusement dans votre propre jardin en ce moment? Dites-moi tout dans la section des commentaires en bas. J'ai vraiment très hâte de lire vos pires histoires de jungle et de vous donner mes meilleures astuces personnalisées pour les vaincre définitivement. À très vite pour de nouvelles et belles aventures au fond du jardin.